Comme promis, nous commençons par le sérieux. Monsieur Jacques Joannin, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et garant du vrai hellénisme dans l'organisation de ces colloques, va nous parler des RÉNAC et des revues savantes. Sans leur relation aux revues savantes, il n'y aurait pas eu le reste. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce n'est pas sans un certain paradoxe que le colloque intitulé Au-delà du savoir commence par une communication où apparaît le mot savant. Pour en rendre compte, on pourra trouver une première explication. C'est que la communication établit une sorte de transition entre, d'une part, le savoir traditionnel, disons classique, essentiellement hellénique, qui nous entoure dans cette villa Kérylos et particulièrement dans cette salle de la bibliothèque de Théodore Raynac où sont évoqués des grands noms de la littérature grecque classique, et d'autre part, une tentation légitime de s'évader du trop connu et du trop sérieux pour percevoir les Raynac sous un autre aspect moins attendu, où les études savantes sur les textes grecs, qu'ils soient transmis par les manuscrits, les papyrus ou les pierres, s'effacent devant des études sur le monde des arts, qu'il s'agisse de la peinture, de l'architecture, surtout de la musique, dans un milieu où le savant solitaire dans son bureau est remplacé par l'homme du monde, ou du moins l'homme dans le monde. Et le sujet même qui m'a été demandé de traiter semble imposer cette explication par la transition. Car il se trouve que les Raynac ont eu une place importante dans les revues savantes. Salomon a été directeur de la revue archéologique, alors que Théodore a été directeur de la revue des études grecques en France. Mais Théodore fut aussi le directeur de la Gazette des Arts. On pourrait dire qu'il y a là deux volets trouvés d'une belle transition. Mais une question ne pourra pas être éludée. Quand Théodore Raynac dirigeait à la fois la revue des études grecques et la Gazette des Beaux-Arts, avait-il l'impression d'être un Janus bifrons, ou ces deux directions n'étaient-elles pas complémentaires d'un même savoir? Les études savantes sont bouleversées chaque jour davantage par la révolution informatique qui offre des moyens d'investigation de plus en plus performants. Elle se trouve notamment facilitée par l'accessibilité immédiate à des documents qui demandaient des heures pour être consultés en bibliothèque. Et notre connaissance même du savoir des Raynac peut en bénéficier. La numérisation des grandes revues savantes, dans lesquelles ils ont publié des articles ou qu'ils ont dirigés, facilite grandement la tâche. 4 grands portails rendent dans nos études des services éminents concernant les revues. En France, les portails Persée, Gallica et Kern. Aux États-Unis, le portail Gestor. Grâce à ces portails, les principales revues savantes que nous allons évoquer sont numérisées. Et la tentation d'utiliser les instruments statistiques pour aborder notre sujet est grande. Je commencerai par là. En effet, grâce au portail Persée, on peut accéder à une répartition statistique des articles écrits dans les revues par les 3 Raynac qui nous concernent, non seulement les 2 frères Salomon et Théodore, mais aussi le fils de l'aîné Joseph, à savoir Adolphe. On aboutit à une répartition des articles entre différentes revues qui vont des plus représentées aux moins représentées. Voici d'abord Salomon Raynac, avec 396 contributions de 1880 à 1931, dont les principales sont dans les CRAI, les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, plus de 75%. Vient ensuite son jeune frère Théodore Raynac,
avec 700 contributions de 1887 à 1928, dont les principales sont dans la revue des études grecques, plus de 80%. Le neveu Adolphe, mort à la guerre de 14 à l'âge de 27 ans, 59 contributions de 1909 à 1913, dont les principales sont également dans la revue des études grecques, près de 75%. Le bilan informatique offert par le portail Persée pour chaque auteur a l'avantage non seulement de donner des pourcentages, mais aussi d'énoncer chaque contribution en précisant la nature, article, compte-rendu, autre, et surtout de permettre par un lien à chaque fois de lire immédiatement chacune des contributions dans son entier. Si l'on compare la proportion des revues chez les trois Rhénacques concernés, on constate une différence entre Salomon et Théodore. C'est dans les Craïs que Salomon a publié le plus de contributions, tandis que pour Théodore, la revue des études grecques vient en tête. Quant à Adolphe, c'est aussi dans la revue des études grecques que ses contributions sont les plus nombreuses. Et maintenant, si on fait le total des contributions des trois Rhénacques dans les différentes revues recensées, on obtient le classement suivant que vous voyez. Il n'est pas étonnant que la revue des études grecques, fondée en 1888, arrive en tête de ce classement. Revue généraliste sur l'hellénisme, elle est le point de rencontre de toutes les disciplines. Cet hellénisme de France est en rapport avec l'hellénisme de Grèce, ce qui explique aussi le bon classement du bulletin de correspondance hellénique, organe de l'école française d'Athènes fondée en 1877. Ce que l'on observe aussi, c'est l'importance des publications de l'Institut ou de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont les deux frères Rhénacques étaient membres, Salomon comme membre à part entière depuis 1896, et Théodore comme membre libre depuis 1909. On y rencontre les trois publications de l'Institut ou de notre Académie que j'énumère dans l'ordre chronologique de leur fondation, le Journal des savants réorganisé en 1816, les Craïs, compte rendu de l'Académie des inscriptions et belles-lettres fondée en 1857, les monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot fondée en 1894, enfin, une revue de province est aussi bien représentée, la revue des études anciennes fondée en 1899 à Bordeaux. J'ai commencé par donner des statistiques qui peuvent paraître séduisantes, mais présentées sans aucun commentaire, elles risquent d'égarer le chercheur qui serait dans la plus grande illusion s'il croyait avoir sous les yeux l'ensemble des contributions de chacun des trois auteurs. D'une part, il s'agit uniquement d'articles de périodiques et non pas d'ouvrages. Ainsi, si l'on prend l'exemple de Adolphe Rhénac, il n'y est pas question de sa publication posthume parue en 1921, le recueil Millet, texte grec et latin relatif à l'histoire de la peinture ancienne, publié, traduit et commenté, qui est la source principale de la communication d'Agnès Rouvray que nous allons entendre ce matin même. D'autre part, même pour les articles parus dans des périodiques, il serait illusoire de croire que nous avons dans le portail Persée la totalité des revues savantes où les Rhénacques ont publié. C'est un recensement établi uniquement à partir des revues numérisées dans le portail Persée. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Car la comparaison que l'on peut établir entre Salomon et Théodore, uniquement à partir des résultats statistiques de Persée, est biaisée pour la raison majeure suivante. Alors que la revue des études grecques a été numérisée par Persée et recense toutes les contributions de Théodore dans cette revue, la revue archéologique où Salomon a publié la plus grande partie de ses contributions est absente parce qu'elle a été numérisée non par Persée mais par d'autres sites. Il faudrait donc récupérer toutes les contributions de Salomon dans cette revue,
pour pouvoir faire une comparaison plus équilibrée de la production de Théodore et de Salomon. La chose est tout à fait possible, car Salomon Reinach a établi sa bibliographie qui a été publiée à différents moments de sa carrière et sous sa forme définitive dans un ouvrage posthume de 262 pages à Paris aux Belles Lettres en 1936. Je vais abandonner maintenant cet aspect statistique et éviter de me disperser dans le problème trop vaste de savoir dans quelle revue les Reinach ont publié. Il me faudrait énumérer bien d'autres revues, et en particulier la revue numismatique fondée dès 1836, où Théodore Reinach, comme vous le savez, enseigna la numismatique au Collège de France dans les dernières années de sa vie, succédant à Ernest Bablon. Je me concentrerai sur le travail des Reinach à la direction des revues qu'ils ont dirigées, donc la revue archéologique par Salomon et la revue des études grecques et la Gazette des Beaux-Arts par Théodore. Commençons par la revue archéologique. Si l'on part des indications officielles, dans les notices sur Salomon Reinach, dont la plus complète et la plus fiable est celle du site de l'Institut national de l'histoire des arts INACHA, due à notre collègue Hervé Duchesne, le meilleur spécialiste actuel de Salomon Reinach, on y lit, ce qui est parfaitement exact, que Salomon Reinach a été en 1903 directeur de la revue archéologique avec Georges Perrault, puis avec Edmond Potier. Cela nous invite, pour rentrer dans le vif du sujet, à nous tourner vers son dernier codirecteur, Edmond Potier, qui publia dans la revue d'archéologie en 1932 un éloge de Salomon Reinach qui reste, à mon sens, ce qu'il y a de plus fondamental pour la connaissance du savant, car son article résulte non seulement d'une longue amitié qui commença sur les champs de fouilles en Asie mineure à Myrina et se poursuivit tout au long de leur vie, mais aussi d'un déchiffrement des papiers de Salomon après sa mort. En voici le début. Né à Saint-Germain-en-Laye, le 29 août 1858, Salomon Reinach, collaborateur de la revue archéologique depuis 1883, directeur depuis 1903, est mort à Paris le 4 novembre 1932. Il était conservateur des musées nationaux, directeur du musée de Saint-Germain, ancien professeur à l'école du Louvre, membre de l'Académie des inscriptions et d'un grand nombre de sociétés savantes tant françaises qu'étrangères. Avec lui disparaît un des savants les plus féconds et sans doute le plus encyclopédique de son temps. De son immense labeur, nous ne marquerons ici que les grandes lignes et les étapes, car il a pris soin de publier lui-même sa bibliographie précédée d'un cursus honorum, dont la dernière édition 1922 avec supplément 1927 énumère une centaine de volumes et plusieurs milliers de mémoires ou articles. Ajoutons que cette bibliographie, si considérable, n'est pas complète, car Salomon Reinach, comme Diderot, aimait à mettre sa plume facile au service d'autrui et n'a pas signé, tant s'en faut, tout ce qu'il a écrit, traduit ou retouché et commenté. Ces premières lignes, outre qu'elles dressent en quelques mots la stature d'un savant fécond et encyclopédique, replacent d'abord brusquement à sa juste proportion les statistiques du portail percé. Des 396 contributions recensées dans ce portail pour Salomon Reinach, on bondit à plusieurs milliers de mémoires ou articles. Ce n'est pas du tout une condamnation des statisticiens de ce portail, mais un encouragement pour continuer à étendre les numérisations, à les regrouper par des liens et à réduire ainsi la marge d'erreur dans la présentation des résultats. Mais ces quelques lignes nous apportent aussi des compléments qui permettent de dépasser l'histoire officielle sur le rôle réel de Salomon Reinach au service de la revue archéologique, bien avant sa prise de fonction comme directeur en 1903. Edmond Potier fait remonter à 1883 sa collaboration à la revue archéologique. Effectivement, quand on consulte le tome 1 de 1883, page 246, on trouve la première chronique d'Orient, fouilles et découvertes, avec une note 1 de la rédaction ainsi libellée. M. Salomon Reinach
veut bien se charger de tenir nos lecteurs au courant des fouilles et découvertes dont l'Orient ne cesse pas d'être le théâtre, grâce au séjour qu'il a fait tout récemment et aux relations qu'il a conservées, il pourra nous fournir des renseignements plus précis et plus exacts que ceux qu'il nous fallait emprunter à des journaux souvent mal informés. Nous serons heureux de voir se poursuivre dans la revue cette sorte de chronique et nous sommes reconnaissants à M. Reynac du concours qu'il nous a offert et qu'il nous continuera, nous l'espérons, pendant longtemps. C'est ce que vous voyez en bas de la page. Il est fait allusion au séjour de 3 ans à l'école d'Athènes, où Salomon Reynac participa notamment aux fouilles entreprises en Asie mineure, à Myrina, et rédigea à Constantinople le catalogue du musée de Tchinlikiosk. Dès les premières chroniques, qui donnent des informations sur toutes les découvertes archéologiques en Grèce continentale, dans les îles et en Asie mineure, on est passionné par ces informations puisées dans les journaux grecs qu'il dépouille chaque jour, dans les lettres de ses connaissances particulières des archéologues, mettant les découvertes en rapport avec son expérience personnelle des lieux dont il parle. La personnalité du chroniqueur apparaît dès ses premières interventions, n'épargnant au nom de la vérité ni les Français, ni les Turcs, ni les Grecs. Voici comment il réagit à une information du journal grec sur l'annonce de l'enseignement du grec moderne en France. L'éphémériste d'Athènes annonce que sur la proposition de M. Foucard, directeur de l'école française, le ministère de l'Instruction publique en France aurait décrété que l'étude du grec moderne serait obligatoire dans tous les lycées français. Le Messager d'Athènes du 9 juin reproduit cette nouvelle en souhaitant qu'elle se confirme. L'éphémériste a été mystifié. Les études grecques sont bien malades en France sans qu'on leur porte le coup de grâce par l'introduction du romaïque dans les casses. Si la connaissance du grec ancien facilite l'acquisition du grec vulgaire, la réciproque n'est assurément pas vraie, car la Grèce compterait alors les plus grands hellénistes de l'Europe. Inutile d'ajouter que la proposition dont parle l'éphémériste n'a pas été faite et qu'il est fort improbable qu'elle le soit jamais. Les nouvelles qu'il donne sur Constantinople et les fouilles en Turquie sont particulièrement fournies et enrichies par ses souvenirs. Lorsque l'on nous a annoncé il y a 2 mois que le gouvernement turc se disposait à entreprendre des fouilles archéologiques, nous avons d'abord accueilli cette nouvelle avec un certain scepticisme. Ceux qui ont vécu en Turquie savent combien la mortalité y sévit sur les projets en bas âge. On paverait tous les chemins de l'Empire avec les bonnes intentions des ministres ottomans restés sans effet. Il paraît cependant que cette fois, nous avons eu tort d'être incrédules et que les fouilles annoncées n'étaient pas une vaine promesse. Les circonstances, il faut le dire, ont favorisé singulièrement les dessins d'Andy Bey, directeur du musée de Tchinlikiosk, dont le père Edhem Pacha est aujourd'hui Premier ministre. Edhem Pacha, ancien élève de l'école des mines de Paris, a été longtemps ambassadeur de la Porte à Vienne. Son fils, élève de M. Gustave Boulanger, est le plus artiste et le plus parisien des Ottomans. Le père et le fils ont réuni leurs efforts pour que la Turquie commençât à faire chez elle ce que les États européens font tous plus ou moins sur leur propre territoire, qu'elle se préoccupa non seulement de préserver les monuments antiques, mais d'en découvrir de nouveaux et d'enrichir son musée naissant. Bien souvent, alors que nous travaillions au catalogue du musée de Tchinlikiosk, Andy Bey nous a entretenus de ses projets à cet égard, projets inspirés par un goût artistique dont nous avons eu l'occasion d'apprécier la finesse. Ce qui paraissait chimérique, alors, est devenu possible quelques mois après, et contrairement à ce qui se passe d'ordinaire en Turquie, on n'a pas attendu longtemps pour se mettre à l'œuvre. Nous n'avons qu'à nous réjouir de voir le gouvernement turc accorder ainsi son patronage à la science archéologique. Nous souhaitons surtout qu'il accepte désormais, avec plus d'empressement que par le passé, la collaboration des savants étrangers qui lui offrent leur concours dans cette œuvre immense et dispendieuse d'exploitation du sous-sol de la Turquie. Salomon Reynac, grâce à cette chronique, fait part au lecteur de la revue archéologique de son expérience et de son savoir. Commencée en 1883, la collaboration de Salomon Reynac à la revue archéologique deviendra plus étroite 3 ans plus tard.
Celui qui l'a dirigé à ce moment-là était Alexandre Bertrand, directeur à la fois de la revue et du musée des Antiquités nationales de Saint-Germain. Il connaissait Salomon Reynac depuis son enfance et lui proposa en 1885 de devenir son adjoint comme attaché du musée de Saint-Germain. La chose ne se fit pas sans peine, mais grâce à l'appui final de Victor Duruy, elle se réalisa. Écoutons Edmond Potier sur la collaboration qui s'instaura alors et sur le nouveau rôle de Salomon Reynac à la revue. Entre Alexandre Bertrand et Salomon Reynac, ce fut désormais une collaboration presque journalière, tant dans l'intérêt du musée que dans celui de la revue. Dès 1886, il ne s'imprimait pas une page de la revue que Reynac ne l'a lue en manuscrit et en épreuve. Il s'acquitta ainsi, sans titre, pendant 16 ans, des fonctions de secrétaire de la rédaction. C'est en effet 16 ans plus tard, après la mort d'Alexandre Bertrand, en 1902, que Salomon Reynac lui succéda en 1903 à la direction du musée et aussi de la revue archéologique, qu'il codirigea avec Georges Perrault, alors qu'ils étaient tous deux membres de l'Institut. Puis, après la disparition de Georges Perrault en 1915, avec son ami Edmond Potier, tous deux également membres de l'Institut, jusqu'au premier numéro de 1932. Si l'on aborde maintenant, dans les revues savantes dirigées par Théodore Reynac, donc nous allons constater que le jeune Théodore était déjà directeur de la revue des études grecques depuis bien longtemps, quand Salomon fut, lui, officiellement directeur de la revue archéologique en 1903. Effectivement, en 1903, Théodore était déjà directeur de la revue des études grecques depuis 15 ans, depuis 1888. J'ai déjà eu l'occasion de parler de la direction de la revue des études grecques par Théodore, ici même, en 2012, lorsque j'ai évoqué les deux figures de Théodore Reynac et de Paul Mazon comme bâtisseurs de l'hellénisme en France. Je ne rappellerai pas ce que j'ai déjà dit. Le rôle décisif que Théodore Reynac a eu alors qu'il était tout jeune membre de l'association, depuis 4 ans seulement, pour transformer l'annuaire d'association en revue des études grecques, dont il fut le premier directeur, sa fidélité à l'association jusqu'à ces derniers instants, puisqu'il légua à l'association un prix Théodore Reynac qui est encore décerné actuellement. Je pourrais insister maintenant, grâce aux nouvelles statistiques du portail Percé, sur l'importance qu'il accorda à sa tâche, non seulement en dirigeant la revue, mais aussi en lui confiant plus de 80% de ses contributions. Mais ce que je voudrais surtout faire ressortir, c'est la chaleureuse et discrète complémentarité des deux frères qui savaient reconnaître mutuellement le rôle qu'ils jouaient dans 2 revues où l'hellénisme était représenté. Quand Salomon Reynac fut président de l'Association des études grecques en 1903, il fit dans son discours de fin de mandat un vibrant éloge de la revue des études grecques. Je cite, « Notre annuaire d'abord, puis notre revue, garde de notre activité un souvenir durable et nous autorise même à en tirer quelque orgueil. Qu'on me cite en France ou à l'étranger une publication périodique aussi propre que la nôtre à tenir informés ceux que réunit le culte de la Grèce antique. Inscriptions, papyrus, œuvres des arts, plastiques, tout ce qui met en lumière le zèle des chercheurs de tous les pays nous est presque aussitôt présenté sous une forme claire, concise et attrayante. Faut-il rappeler que la Grèce byzantine et la Grèce moderne reçoivent aussi l'attention qui leur est due. C'est un bel hommage qu'il adressait indirectement à son jeune frère, le directeur de la revue. Mais ce jeune frère, quand il avait pris la direction de la revue des études grecques, avait apporté une innovation par rapport à l'annuaire, à savoir une chronique qui, sans faire double emploi avec les chroniques d'Orient de Salomon dans la revue d'archéologie, s'en inspirait par l'esprit.
Les premiers mots où Théodore présente cette nouvelle chronique dans le premier numéro de la revue des études grecques en 88 sont remarquables. Si une revue est la science qui marche, une chronique est la science qui court. Définir ainsi la nôtre, c'est en expliquer suffisamment l'utilité. Ce que la bibliographie est pour les livres nouveaux, la chronique le sera pour les faits nouveaux de tout genre qui peuvent intéresser la majorité de nos lecteurs hellénistes ou philhellènes. La richesse de cette chronique est très significative de la très large conception de l'hellénisme que Théodore Reynac voulait promouvoir en développant toutes les disciplines qui convergeaient à la redécouverte de la Grèce ancienne, sans oublier la Grèce médiévale et moderne. Et parmi toutes les rubriques lancées par Théodore Reynac dans sa chronique, 2 subsistent et se sont développées. Le bulletin céramologique qui paraît tous les 2 ans et surtout le bulletin épigraphique qui est annuel et reste l'un des joyaux de la revue des études grecques. C'est Théodore Reynac et c'est à Théodore Reynac qu'en revient l'idée première. Il assurera la direction pendant 19 ans et il y fait allusion dans son discours de président de l'association le 21 mai 1908. Je cite, « La rédaction de notre revue après 19 ans d'une direction unique a changé de chef. Moins absorbé que son prédécesseur par des obligations étrangères à l'Antiquité classique, M. Gustave Glotz, dès son entrée en fonction, a su rendre à notre recueil périodique une ponctualité rigoureuse qui avait paru un instant compromise. Tout en rendant hommage à son successeur, Théodore Reynac rappelle discrètement son dévouement à l'association pendant 19 années. Il insiste sur le fait que cette direction était unique et affirme par là son entière responsabilité. Il indique aussi en filigrane la raison de sa démission. En parlant d'obligations étrangères à l'Antiquité classique, il fait allusion à son nouveau mandat de député de la Savoie depuis 2 ans. Mais ce nouveau mandat ne l'empêcha pas d'assumer la nouvelle direction de la revue de la Gazette des Beaux-Arts qu'il avait depuis 1905 et qu'il conservera pendant 23 ans jusqu'à sa mort en 1928. Dans la Gazette des Beaux-Arts, sa présence, discrète au début, est pleinement affirmée à la fin. Si nous allons d'un bond de 1905 à janvier 1928, il est indiqué clairement sur la couverture à la fois le nom du fondateur et du directeur, Gazette des Beaux-Arts, fondée en 1859 par Charles Blanc, directeur Théodore Reynac de l'Institut. Et dans la page intérieure, voici comment la revue est présentée. La Gazette des Beaux-Arts, publiée sous la direction de M. Théodore Reynac, membre de l'Institut, professeur au Collège de France, avec le concours des plus éminents critiques de tous les pays, embrasse l'étude rétrospective et contemporaine de toutes les manifestations de l'art et de la curiosité, architecture, sculpture, peinture, gravure, art décoratif, musique. Chaque livraison mensuelle de 64 à 80 pages quarto est ornée d'un grand nombre d'illustrations dans le texte et plusieurs planches hors texte dues à nos premiers artistes. C'est l'année même où, le 28 octobre, Théodore Reynac fut emporté par une embolie. Paul Jameau, archéologue et historien de l'art, rédigea dans la Gazette des Beaux-Arts de la fin de l'année un hommage qui a le mérite de définir le programme qui donne à la Gazette sa physionomie propre parmi les revues d'art du monde entier. Je cite, « Programme qui peut se résumer en 2 points. Pour le passé, respect et admiration, se traduisant par des études conduites selon les meilleures méthodes historiques et scientifiques. Pour le présent, sympathique, clairvoyante et indépendante, qui n'est jamais si heureuse que lorsqu'elle a été la première à signaler un jeune talent. C'est ce programme qu'avec d'excellents collaborateurs, Théodore Reynac a toujours voulu maintenir. Mais l'essentiel de l'éloge ne donne pas d'autres précisions sur le rôle joué par Théodore Reynac comme directeur de la Gazette des Beaux-Arts. C'est dommage, il faut chercher ailleurs. D'abord,
Comment Théodore Reynac est-il devenu directeur de la Gazette des Beaux-Arts à la mort d'Efroussi en 1905-1906? Charles Efroussi, critique d'art et collectionneur, contributeur à la Gazette des Beaux-Arts dès 1876, avait acquis les 5/12 du capital de la Gazette des Beaux-Arts en 1885 et il était devenu en 1894 le rédacteur en chef de la Gazette. Or, il n'avait pas d'héritier direct. C'est sa nièce Fanny-Thérèse Kahn, mariée à Théodore Reynac depuis 1891, qui hérita de la nue propriété des biens de son oncle, et c'est ainsi que Théodore Reynac prit la relève à la Gazette des Beaux-Arts. Sur l'œuvre accomplie par Théodore Reynac à la tête de la revue, Théodore ne s'est pas contenté de maintenir, comme l'a dit Jameau, il a réorganisé la Gazette et il a transformé, je vais un peu plus vite, il a transformé la Gazette en une revue des Beaux-Arts et il a choisi des collaborateurs éminents, 2 rédacteurs en chef, Paul Vitry, conservateur au musée du Louvre, d'un côté, et ensuite Louis Réau, qui a été le premier directeur de l'Institut français de Pétersbourg en Russie de 1911 à 1913. Et puis, après la mort de Théodore Reynac, la revue est passée dans la famille des Wildenstein, mais il y a eu une continuité. Le nouveau directeur, Georges Wildenstein, a choisi comme collaborateur Salomon Reynac. En réalité, Salomon participa à la Gazette des Beaux-Arts, à la direction de la Gazette des Beaux-Arts les dernières années de sa vie, mais il ne faut pas croire que pour autant il n'avait pas collaboré à cette Gazette, car depuis 1886 jusqu'à 1932, année de sa mort, il avait fait dans la Gazette des Beaux-Arts régulièrement une chronique sur l'art ancien. Je terminerai donc en profitant de cette double participation de Théodore et de Salomon à la Gazette des Beaux-Arts pour reprendre la question que j'avais évoquée dès le début. Les Reynac avaient-ils l'impression, quand ils consacraient leur temps et leur intelligence à la Gazette des Beaux-Arts, d'être au-delà du savoir, ou voulaient-ils étendre à l'Antiquité et à la modernité une même méthode d'acquisition du savoir qu'ils considéraient comme scientifique? Nous aurons peut-être matière pour répondre à la fin du colloque, après toutes les riches communications à venir. Merci.